Nous sommes tous familiers avec les pratiques nazies d'envoi des juifs dans les camps de concentration, de réalisation d'exécutions de masse et d'instillation de la peur chez les citoyens allemands à travers leurs organisations paramilitaires comme la SS. Mais une pratique qui a tendance à passer sous le radar concernant Adolf Hitler et son parti nazi était leur abus flagrant de substances médicinales qui dans le monde d'aujourd'hui seraient considérées comme des drogues illicites. Cependant, à l'époque, ces drogues étaient considérées comme le summum de la science. Avec divers médicaments et remèdes développés pour traiter une grande variété de maux, il n'est pas surprenant qu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des efforts aient été faits pour développer des médicaments visant à transformer une recrue verte moyenne en une redoutable machine de combat dédiée. Dans cet épisode, nous examinerons les médicaments expérimentaux développés par le parti nazi qui ont été utilisés pour créer des super soldats allemands. Bienvenue dans les guerres du monde. Le médicament Pervitin, décrit comme étant une forme de méthamphétamine en pilule, a été développé par l'entreprise pharmaceutique basée à Berlin, Temmler, et introduit sur le marché en 1938, où il a été brièvement vendu sans ordonnance. Le Pervitin était vanté comme un traitement contre la dépression et un médicament miracle aidant les utilisateurs à rester concentrés, alertes et actifs en toutes circonstances. Il est rapidement devenu un succès auprès de la population allemande. En septembre 1939, peu de temps après son lancement, Otto Ranke, un médecin militaire et le directeur de l'Institut de physiologie générale et de défense de l'Académie de médecine militaire de Berlin, s'est consacré à tester le médicament sur 90 étudiants universitaires. Les effets du médicament étaient une confiance et une concentration accrue, une prise de risque plus importante et une diminution de la perception de la douleur, de la faim, de la soif et du besoin de dormir. Il a conclu que cela aiderait grandement l'Allemagne dans ses efforts de guerre, permettant aux troupes de rester éveillées pendant des jours et de parcourir de grandes distances sans repos. Beaucoup de soldats de l'armée étaient sous l'effet de la drogue lorsqu'ils entraient en bataille, en particulier contre la Pologne et la France, et selon plusieurs sources, dont History.com, des millions de pilules ont été distribuées aux troupes avant qu'elles n'envahissent la France en 1940. En avril de cette année, un décret stimulant a conduit à la distribution de plus de 35 millions de comprimés de Pervitin et Isophène sur les lignes de front. Isophène est un stimulant similaire créé par la société pharmaceutique Knoll et est décrit comme une version modifiée de Pervitin. Chaque comprimé contenait environ 3 mg de substance active et était envoyé après fabrication aux divisions médicales de l'armée, simplement étiqueté comme stimulant. Une commande urgente pouvait être passée par téléphone si l'armée en avait besoin, et les instructions notaient qu'1 à 2 comprimés devaient être pris au besoin pour maintenir l'insomnie. Les troupes appelaient le Pervitin du chocolat de char. Les drogues distribuées faisaient partie du plan du parti nazi, pour aider leur armée à assurer la victoire et à devenir capable de performances surhumaines. En plus de distribuer ces pilules, les dirigeants distribuaient également de l'alcool et des opiacés, croyant qu'ils avaient une meilleure chance de gagner avec des soldats dopés par des substances. Avant que les drogues ne soient distribuées sans scrupule aux troupes combattant en première ligne, comme le décrit le criminologue Wolf Kemper, elles ont été testées sur les conducteurs militaires qui ont aidé à l'invasion de la Pologne. Ce stratagème a aidé à assurer la place de Pervitin en tant qu'outil utile pour l'armée allemande. Mais rapidement, les médecins s'alarmèrent des effets secondaires du médicament. Ils ont noté que les soldats mettaient plus de temps à se rétablir après l'effet de la Pervitin et que son efficacité diminuait avec le temps chez les consommateurs réguliers. Il causait aussi des problèmes de santé à certains soldats, comme une transpiration excessive et des troubles circulatoires. Certains hommes sont morts de l'utilisation constante de Pervitin, et d'autres effets secondaires comprenaient l'insomnie, les hallucinations, un comportement erratique et un ralentissement des fonctions cérébrales avec l'utilisation prolongée de la drogue. Le ministre de la Santé du pays a tenté de freiner l'utilisation et l'accès à la pilule, mais n'a pas réussi, ceux de l'armée continuant à recevoir et à consommer des distributions du stimulant. Même les civils qui prenaient du Pervitin ignoraient les mises en garde du gouvernement. Le 1er juillet 1941, le Pervitin a été classé comme substance restreinte, mais malgré cela, 10 millions de comprimés ont été expédiés peu après aux soldats sur le front, et la direction militaire affirmait que c'était un outil utile pour les troupes, susceptible d'être soumises à un stress extrême.
De même, en janvier 1942, 500 soldats tentaient d'échapper à l'armée rouge dans des températures de moins 30 degrés Celsius. Un médecin militaire a rapporté plus tard que les hommes, après environ 6 heures, étaient épuisés et avaient commencé à s'allonger dans la neige. Ce qui a incité leur officier commandant à distribuer du Pervitin. Selon le rapport du médecin, je cite, « Après une demi-heure, les hommes ont commencé à déclarer spontanément qu'ils se sentaient mieux. Ils ont recommencé à marcher de manière ordonnée, leur morale s'est améliorée et ils sont devenus plus alertes. » Fin de citation. L'utilisation de ces substances ne se limitait pas aux troupes militaires, mais était omniprésente. Norman Ohler, l'auteur de Blitzed, Drogue dans l'Allemagne nazie, a noté dans une interview ultérieure que les membres du parti nazi avaient souvent des préférences en matière de drogue. Il a observé qu'Ernst Udet, le chef de l'approvisionnement et de la fourniture d'aéronefs, préférait la méthamphétamine, mais d'autres, y compris Hermann Göring, préféraient des substances comme la morphine, à tel point qu'il était connu sous le nom de Mooring pour son addiction à cette substance. En fait, l'intérêt d'Ohler pour l'utilisation de drogue par le parti nazi a commencé lorsqu'il est tombé sur des rapports détaillés laissés par le médecin personnel d'Hitler, le docteur Theodor Morell. Pendant des années, Oehler a étudié les documents et est arrivé à la conclusion que Hitler était accro aux drogues des années avant la fin de la guerre et sa mort subséquente. Alors qu'il avait été rumoré que le Führer abusait de la méthamphétamine, il est plus probable qu'il était accro à l'eucadol, qui est décrit comme un proche cousin de l'héroïne et contient l'opioïde oxycodone. Entre juillet 1943 et janvier 1945, Hitler recevait régulièrement des injections de cette substance antidouleur, ses doses atteignant 20 mg. Oehler soutient que l'utilisation fréquente de ce médicament a conduit Hitler à se sentir invincible et au sommet du monde même lorsque l'Allemagne a commencé à avoir des difficultés dans la guerre et qu'il est devenu de plus en plus détaché de la réalité. Peu de temps après la tentative d'assassinat contre le Führer en 1944, un autre médecin lui a prescrit une solution de cocaïne à 10% pendant 75 jours. Plus intéressant encore est le fait que ce n'étaient pas les seules drogues que prenait Hitler. Il a reçu des dizaines d'injections pendant son temps au pouvoir, totalisant environ 120 à 150 comprimés chaque semaine, en plus de 8 à 10 injections par semaine, totalisant plus de 800 injections au fil des ans. Tout cela est particulièrement notable lorsque vous découvrez à quel point Hitler était anti-drogue au début de sa carrière politique. Pendant les années 20, il détestait particulièrement la cocaïne, la qualifiant de « truc du diable ». Oehler a conclu qu'en 1945, avant de se donner la mort, Hitler souffrait probablement de symptômes de sevrage dus à un manque d'accès à l'eucadol. Morell, quant à lui, a profité de sa collaboration avec Hitler pendant près de 10 ans. Durant cette période, il s'est lié avec des hauts membres du parti nazi et d'autres personnes influentes qui sont vite devenus ses riches clients. Son en-tête le décrivait comme le médecin personnel du Führer et il a même repris une entreprise autrefois détenue par des juifs qu'il a utilisée pour créer des remèdes à base de vitamines et d'hormones qu'il prescrivait à sa guise. Au cours de ses recherches, Ola a également appris davantage sur le tristement célèbre D9 ou D9, un médicament sur lequel le parti nazi travaillait vers la fin de la guerre, censé créer des soldats surhumains. Le D9 était composé de 5 mg d'eucadol, 5 mg de cocaïne et 3 mg de pervitine, décrit comme un amplificateur de performance. Le médicament a été développé en 1944 pour une application militaire, avec Wolfkemper observant, citation, « Le but était d'utiliser le D9 pour redéfinir les limites de l'endurance humaine. Un pharmacologue et un groupe de chercheurs ont reçu la tâche de développer le médicament dans la ville de Kiel, avec le vice-amiral Helmut Heyer, demandant une substance qui, citation, peut garder les soldats prêts pour une bataille lorsqu'on leur demande de continuer à se battre au-delà de la période considérée comme normale, tout en stimulant leur estime de soi. » Fin de citation. Le groupe a mis au point le D9 à la fin de l'année, et il a ensuite été testé sur les membres de l'équipage de la marine, ainsi que sur les prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen. Les prisonniers étaient contraints de marcher en rond avec des sacs de 20 kilos, et il a été révélé qu'ils pouvaient marcher 85 km sans se reposer. Cependant, des témoins ont noté que ce n'était en fait pas le cas pour tout le monde. Selon le magazine d'actualité allemand Focus, un témoin a rapporté, je cite, « Au début, les membres du bataillon de punition sifflaient et chantaient des chansons, mais la plupart d'entre eux s'étaient effondrés après les premières 24 heures. » Fin de citation.
Il est à noter que la guerre s'est terminée avant que le médicament ne puisse être mis en production de masse. Il est assez évident que de nombreux soldats comptaient sur le Pervitin pour se détourner des horreurs de la guerre. Heinrich Böll, un soldat de 21 ans, a écrit à sa famille à Cologne en 1939 pour leur demander de lui procurer et de lui envoyer davantage de Pervitin, notant « c'est dur ici ». Dans d'autres lettres envoyées en 1940, il a demandé à plusieurs reprises que sa famille lui envoie une réserve de la substance. Il est à noter que Heinrich deviendrait un écrivain célèbre après avoir quitté l'armée, et en 1972, il deviendrait le premier Allemand à recevoir le prix Nobel de littérature dans l'après-guerre. En plus de s'automédiquer avec des drogues, les troupes en première ligne comptaient également beaucoup sur l'alcool. Un général du corps médical, Walter Kittel, a noté, je cite, « Seul un fanatique refuserait de donner à un soldat quelque chose qui peut l'aider à se détendre et à profiter de la vie après avoir affronté les horreurs de la bataille, ou le réprimanderait pour avoir pris 1 ou 2 verres amicaux avec ses camarades. » Certains dirigeants distribuaient de l'alcool en récompense aux soldats, tandis que certaines bouteilles leur étaient vendues en leur rendant leur salaire durement gagné directement entre les mains de l'armée. L'alcool était accepté et parfois encouragé par les supérieurs, tant que les soldats ne se comportaient pas mal ou ne se livraient pas à l'ivresse publique. Hitler, cependant, avait moins de temps pour l'alcool. Il aurait publié un ordre en juillet 1940 qui stipulait que quiconque commettait des actes criminels sous l'influence de l'alcool serait sévèrement puni et pourrait s'attendre à une mort humiliante, si leur crime était très grave. Mais malgré ses tentatives pour maintenir les troupes en ordre, juste 1 an plus tard, le commandant en chef de l'armée allemande a rapporté que ses troupes commettaient les infractions les plus graves à la morale et à la discipline. Leur comportement perturbateur comprenait des bagarres, des mauvais traitements envers les subordonnés, des infractions violentes contre les officiers supérieurs et des crimes impliquant des actes sexuels non naturels. Cela a conduit à la conclusion que l'alcool était la cause profonde du problème. Selon un rapport du Spiegel, 705 soldats entre septembre 1939 et avril 1944 sont morts pour des raisons impliquant l'alcool. Bien qu'il note que les vraies statistiques sont probablement plus élevées, car de nombreux accidents et suicides n'ont pas été inclus dans les chiffres. Les personnes soupçonnées de dépendance à la drogue ou à l'alcool étaient envoyées en traitement dans des centres spécialisés. Une fois emprisonnés, ils seraient évalués et pourraient subir une stérilisation forcée et à l'euthanasie. En plus de l'alcool, la morphine est aussi devenue un moyen d'automédication. Le personnel médical pendant la guerre n'était pas exempt des terreurs auxquelles étaient confrontés les membres de l'armée. Et d'ici 1945, 4 fois plus de médecins militaires étaient accros à la morphine qu'au début de la guerre. Franz Wertheim, un officier médical, a écrit en 1940 sur l'automédication des médecins. Pour passer le temps, nous les médecins, nous nous sommes expérimentés sur nous-mêmes. Nous commencions la journée en buvant un verre d'eau de cognac et en prenant 2 injections de morphine. Nous avons trouvé la cocaïne utile à midi et le soir, nous prenions occasionnellement du Yoskin. Ainsi, nous n'étions pas constamment maîtres de nous-mêmes. Pour essayer de prévenir les problèmes majeurs avec ceux qui luttent contre l'addiction à la morphine, l'armée a décidé que les toxicomanes devraient être enregistrés et signalés au conseil médical de district, où ils seraient admis pour réhabilitation, ou légalement fournis en morphine dans une tentative pour éviter les symptômes de sevrage et le comportement criminel. Le Spiegel note qu'il est possible que les alcooliques aient été traités pire que les toxicomanes, car l'armée allemande était préoccupée par le fait qu'elle était responsable de permettre aux troupes d'accéder aux drogues dont elles sont devenues si dépendantes. Il convient également de noter que les Allemands n'étaient pas les seuls à fournir des drogues à leurs soldats. En fait, cela semble avoir été une pratique assez courante au fil des ans. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats britanniques et américains se voyaient prescrire de la dextroamphétamine. Les militaires recevaient des amphétamines et les troupes japonaises des méthamphétamines. Cependant, dans les années suivantes, l'armée et le gouvernement ont été très critiqués pour leur gestion des drogues et des soldats devenus dépendants. Pendant les années 40, personne ne s'intéressait à étudier les risques liés à la prise de telles substances et les effets secondaires n'étaient pas bien recherchés. L'historien James Holland a souligné le défi de gérer les personnes une fois qu'elles sont dépendantes, en parlant de la Seconde Guerre mondiale. C'est une leçon qui a dû être apprise à la dure dans les années suivantes. L'ampleur totale de la dépendance et à quel point elle peut être nocive n'était pas correctement comprise.
À la fin de la guerre, très peu d'aide a été offerte à ces personnes qui sont devenues